Commençons, si vous le voulez bien, un petit voyage spatio-temporel. Commençons, s'il vous plaît, par un petit voyage spatio-temporel. On se retrouve en XVIIe siècle. Les rues sont pavées. Généralement, à l'époque, l'école n'était pas très diffuse et la seule chose qu'on avait, c'était les mythes, les légendes et les superstitions. Là, au coin de la rue, vous rencontrez une femme. Vous n'arrivez pas à lui donner d'âge. Elle est très très maigre. Le ton pâle, voire blafard. Naturellement, dans cette situation-là, vous êtes au XVIIe siècle, vous vous dites que vous êtes en présence de qui? Si maintenant, je rajoute un petit élément pour que vous fassiez cette simulation, imaginons que la nature lui ait mis une extrêmement grande incisive, double XL. Donc, grande incisive, teint blanchard, très maigre, d'un coup on se retrouve avec qui? Un vampire. Et ça, pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être que vous avez croisé cette information la semaine dernière dans les médias. Les archéologues ont découvert le squelette d'une femme vampire. Ils ont découvert le squelette d'une femme vampire et les villageois y croyaient tellement que c'était une vampire que quand ils l'ont enterrée, ils lui ont mis une lame juste au-dessus du cou. Parce que dans la croyance de l'époque, on pensait que les sorcières et les vampires pouvaient revenir à la vie. Et si vous voulez, en plus d'avoir finalement ce cadeau de bienvenue, au cas où ça revient à la vie avec un grand souffle, elle arrive, splash, cadeau pour la vie, il n'y aura plus de problème de migraine pour l'éternité. Il y avait tout quand même cette idée, peut-être un peu saugrenue pour nous, qui nous semble peut-être de la folie, de percevoir finalement ces gens-là en disant ils ne sont pas rationnels. Et si en fait ils étaient rationnels? Et si en fait ils étaient rationnels? Et si en fait c'est simplement leur postulat de départ qui n'était pas? Je m'explique, quand vous avez un anthropologue qui s'appelle Claude Lévi-Strauss qui vous explique que la culture a réponse à tout et substitue l'ordre au hasard. La culture a réponse à tout et substitue l'ordre au hasard. Nous avons du mal avec l'imprévu. Nous avons du mal avec les choses que nous ne maîtrisons pas. Et vu que nous ne les maîtrisons pas, nous essayons de donner du sens. Nous essayons de les contrôler. Parfois à outrance. Mais on essaie de les contrôler pour plein de raisons. Et ça, les anthropologues, notamment James Sussman, qui est l'un des plus grands anthropologues anglo-saxons de l'époque, enfin de notre époque actuelle, nous dit que finalement le contrôle est apparu pour la première fois probablement à la fin de l'ère glaciaire. Ça remonte à 12 000 ans, avant l'agriculture, avant qu'on passe au néolithique. Et c'est vrai, c'est chouette ce contrôle. Super chouette. Pour preuve, vous êtes tous venus ici parce qu'on allait parler du contrôle. Le contrôle permet la survie. Le contrôle permet la reproduction de l'espèce. Le contrôle permet même de vivre en société. Si vous lisez Jean-Jacques Rousseau, si vous lisez Jean-Jacques Rousseau, il vous explique dans le contrat social qu'on a accepté de voir nos libertés individuelles diminuer un petit peu pour avoir plus de sécurité collective. Et ainsi, comme ça, on vit dans une société où on arrête de faire en sorte que les hommes, avec un grand H, deviennent des loups pour les autres hommes. C'est génial, le contrôle. Le problème, c'est que c'est tellement génial, on est tellement dans une société qui le prône, ce contrôle, que parfois on va à l'excès. On va à l'excès et on tombe dans l'hyper-contrôle. Et la société a tout fait pour qu'on tombe dans l'hyper-contrôle. Nous avons plusieurs instances de régulation socialisatrice dans toute notre vie qui finalement nous donnent des normes, nous donnent des valeurs, nous apprend à être la personne qu'on doit être pour vivre en société, pour adopter les bons masques sociaux au bon moment, au bon endroit. Faisons simple. Commençons par la famille. Avant, il y avait les églises qui étaient très importantes. Ensuite, nous avons l'école, nous avons les organisations professionnelles dont les entreprises, nous avons la patrie, nous avons les partis politiques, et on pourrait même rajouter une autre chose, c'est les réseaux sociaux. Sauf que quand le contrôle est trop fort et quand on est trop en fonction de ce que veulent les autres, il y a de la reproduction. Soyons clairs, si vous êtes là, mesdames, à l'heure actuelle, si on a eu la chance d'avoir des conférencières de très grand talent, c'est parce que vous êtes affranchis un petit peu, voire beaucoup, du contrôle social qui a été fait par la société. C'est parce que vous avez décidé de lâcher prise avec ces liens qui vous retenaient, qui n'avaient peut-être pas forcément raison d'être et pas forcément de logique. C'est ça l'idée. On va même aller plus loin. Quand vous pensez, on a beaucoup d'intervenants ici, on parlait de l'hypercontrôle, on parlait de la charge mentale.
Sauf que peut-être que vous avez croisé cette information il n'y a pas longtemps. En août dernier, il y a un superbe article qui a été publié dans la revue scientifique Current Biology. Cet article nous explique quelque chose de très important. Le cerveau, quand il réfléchit, utilise un neurotransmetteur activateur qui s'appelle le glutamate. Ce glutamate, en petite quantité, est très bénéfique pour le cerveau, sauf que quand on commence à avoir une charge mentale importante, ça fait un gros stock dans le cerveau. Et le stock est tellement important, et ça c'est la nature qui est quand même super bien faite, c'est que ça vous empêche ensuite de réfléchir avec votre cortex préfrontal latéral. Vous ne pouvez plus. Donc si le soir vous rentrez chez vous, vous ne pouvez plus gérer vos émotions. Si le soir vous rentrez chez vous et vous êtes plus à même de regarder les Marseillais que d'écouter un débat sur Arte, c'est normal. C'est votre cerveau qui vous dit « calme, j'ai besoin de me poser. Si tu continues dans cette voie, tu vas altérer mes fonctions. » Et ça, messieurs, dames, ça doit vous rappeler et ça doit nous rappeler une chose importante. La principale fonction du cerveau, c'est quoi? Ce n'est pas penser la principale fonction du cerveau. Parfois, on l'oublie. Mais la principale fonction du cerveau, c'est de survivre. Et si possible, même de vivre en bonne santé pour se reproduire. Donc le cerveau nous envoie des informations. Si tu pousses trop et que tu oublies que tu as un corps, tu oublies que tu dois penser autrement, je te fais disjoncter. Et vraiment, on se fait disjoncter. C'est-à-dire que là, si vous voulez imaginer que le cortex préfrontal, c'est une passoire qui laisse passer des choses. Soit dit en passant, les hypersensibles ont des trous très très grands. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'informations qui arrivent. Parfois, ils sont submergés. Ils ont du mal à garder le contrôle. Mais pour les autres, ces petits trous qu'on a dans le cerveau, le cortex préfrontal, finalement, sont altérés et nous empêchent finalement de vraiment purement pouvoir contrôler les choses. Je ne sais pas également si vous êtes au courant, nous avons un cerveau qui fonctionne en mode défaut. C'est-à-dire que, juste quelques chiffres, peut-être que vous ne le saviez pas, combien pèse un cerveau? Un cerveau pèse en moyenne 1,4 kg. 1,4 kg, et ça prend combien de pourcentage de consommation énergétique du corps? Entre 20 et 25%. Et dites-vous que votre cerveau, quand il est en mode par défaut, concrètement, si je dois simplifier les choses, consomme autant d'énergie que quand vous vous penchez sur un problème de maths compliqué. Il se passe d'autres choses dans votre cerveau quand vous commencez à le mettre par défaut. C'est pour ça que tout ce qui est yoga, tout ce qui est méditation, tout ce qui est la rêverie, c'est pour ça que la rêverie apporte autant d'informations, parce que le cerveau travaille, le cerveau développe des connexions neuronales à ce moment-là. Et encore une fois, le but du jeu, c'est de survivre. Donc là, j'ai essayé de vous montrer déjà qu'avec la charge mentale, si on allait trop loin dans l'hypercontrôle, on avait un souci. Ce souci peut être aussi corporel. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu le film Un homme pressé avec... Non. Ça raconte l'histoire réelle d'un chef d'entreprise du CAC 40. Un ancien chef d'entreprise du CAC 40 qui s'appelle Christian Streff. À titre informatif, président de Peugeot, président d'Airbus, grosse place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement dans le contrôle, tellement dans la charge mentale en se disant « Qu'est-ce que je peux faire pour que mon entreprise puisse avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse passer le cap du XXIe siècle ?» Qu'il a fait un premier AVC. Premier AVC, 1 heure plus tard, il était au boulot. Deuxième AVC, une semaine plus tard. Troisième AVC, quelques semaines plus tard. Il est arrivé au point où il ne contrôlait plus rien, notamment sa mémoire. Et non seulement il s'est fait donc licencier de Peugeot à juste titre, mais surtout il a passé 1 an, j'ai bien dit plus d'1 an, avec son orthophoniste et sa femme, à tous les soirs sortir les cartes de mémo qu'on utilise pour nos enfants, et essayer de reconnaître quel était cet animal qui était blanc avec des taches noires dessus. Il en était arrivé à ça. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus faire quoi que ce soit. À vouloir être dans le surcontrôle, il était dans le lâcher-prise total. Et ça, messieurs, dames, on le retrouve aussi dans un autre phénomène. Ce phénomène, ça s'appelle la dépression. Pour ceux qui ont déjà connu une dépression, généralement, avant la dépression, vous avez l'impression d'avoir un contrôle relativement vaste sur votre vie. Un jour, la dépression vous tombe sur la tête, et généralement, en fonction des gens, ils vont vous dire qu'ils se retrouvent sur une île déserte. Ils vont vous dire qu'ils se retrouvent sur un radeau en mer pris par le fond. Ils vont vous dire qu'ils sont enchaînés avec des murs autour et aucun jeu, aucun espace de liberté sur la chaîne. Sauf que quand vous êtes en vraie dépression et que vous avez passé ce stade-là, la deuxième étape, c'est de dire « je ne contrôle plus rien ».
je contrôle absolument plus rien. Mon corps se met à pleurer sans que je fasse quoi que ce soit. Je peux avoir le cœur qui commence à s'accélérer, impossible de le ralentir, je ne sais pas pourquoi. Et surtout, je ne peux plus rien contrôler. Je ne peux plus contrôler ma vie professionnelle. Ma vie personnelle est compliquée. En plus de ça, j'ai de la fatigue, mon corps ne répond plus. Et finalement, je suis seul avec mon lâcher-prise, mais il n'y a personne. Et en plus de ça, je ne peux même pas en parler. Vous comprenez bien. Si je vais en parler, les gens vont me dire « Mais t'as tout pour être heureux, pourquoi le faire ?» Et c'est encore plus vrai quand on est une femme. C'est encore plus vrai quand on est un chef d'entreprise. C'est encore plus vrai quand on est une famille monoparentale. C'est encore plus vrai quand on est un sportif de haut niveau. Comment des sportifs de haut niveau pourraient se plaindre alors que finalement ils sont riches et ils ont tout? Si ce sujet de la santé mentale vous intéresse, regardez ce que Kevin Love, joueur NBA, 2,3 m, 115 kg, cette année, il va passer 250 millions sur son compte en banque. Champion NBA, champion du monde, champion olympique, je ne sais plus si je l'ai dit. Il a écrit une tribune très touchante dans Player Tribune en 2018 qui vous explique tout ça. Mais pour revenir à la dépression, vous avez l'impression de ne plus rien ressentir. Vous avez l'impression d'avoir le contrôle sur rien. Ou sur une chose en fait. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous pouvez mettre fin à ce sentiment de non-contrôle. Et là, il y a deux solutions. Soit vous y allez jusqu'au bout, et vous avez l'impression que parce que vous allez recommencer la partie, si vous croyez en réincarnation, ça peut le faire. Soit vous essayez de donner des petits projets, pour qu'avec un petit projet, vous puissiez reprendre un bout de contrôle, et comme ça reprendre les choses. Je termine sur un dernier point avant de donner quelques pistes d'amélioration. Je voudrais que vous compreniez qu'il y a ce qu'on appelle l'incompétence apprise. Quand on vous a dit que vous étiez nul à 8 ans en faisant des maths, toute votre vie, quand vous avez un exercice de maths, vous vous mettez dans une situation pour contrôler, pour pas que ça se fasse mal, de ne pas le faire. Et ça donne une vision aux autres personnes qui vous écoutent, que vous êtes dans un lâcher-prise total. Et là, j'en ai beaucoup. Je suis formateur, je travaille beaucoup, j'ai travaillé avec des réfugiés de guerre, j'ai travaillé avec des personnes qui sont 10, qui sont ce qu'on appelle des neuroatypiques avec multi-10. La première chose pour arriver à les faire bouger, c'est de mettre cette petite graine en les regardant ou en les parlant pour montrer « tu es capable de le faire ». Tu es capable, tu peux reprendre le contrôle et faire en sorte que ça bouge. Je voudrais que maintenant qu'on passe sur la dernière partie. Comment faire finalement pour prendre le contrôle? Je vais vous donner 3 aspects principaux. La première, il faut développer son antifragilité, mesdames et messieurs. L'antifragilité, c'est un néologisme qui a été créé par Nassim Nicolas Taleb et qui a été énormément traité par Idriss Aberkan. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le garçon, je vous invite vraiment à regarder ses conférences sur l'antifragilité. Elles sont fondamentales. Elles nous expliquent la chose suivante. Certaines personnes, quand il y a des petits stress ou des petits changements, s'écroulent. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui prennent le changement, l'inconnu, comme des opportunités pour grandir. Et on peut le développer. On peut le développer, ça, je pense que ça passe essentiellement par 2 aspects. Le premier aspect, c'est beaucoup de bienveillance. Si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même, si des gens qui sont peut-être dans cette salle, en surcontrôle, si vous êtes dans surcontrôle et que vous avez tendance, parce que si vous n'êtes pas assez bon, vous faites quelque chose qui n'est pas comme il faut, à vous dire « je suis une grosse merde ». Et j'en ai vu. J'ai vu des clients qui étaient Bac plus 14, qui avaient une vie de rêve et qui vous disent ouvertement « je suis une grosse merde, j'y arrive, j'ai simplement réussi parce que j'avais de la chance ». Là, votre corps se met en mode roche. C'est lui qui prend le contrôle, vous ne maîtrisez plus rien, ça devient votre pire ennemi. Vous avez l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales qui s'activent, et là, c'est le sapin de Noël. Plein de cortisol et vous ne maîtrisez plus rien. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Le lâcher prise commence avant tout par l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Ensuite, prenez du temps pour vous. Il y a beaucoup de gens qui, à l'heure actuelle, prônent qu'il faut prendre rendez-vous avec soi-même. Même 10 minutes par jour. Mais voilà, pas de connexion sociale pendant 10 minutes et on se pose pour essayer de retrouver son centre et de retrouver le contrôle. Si vous l'avez trop perdu, si justement vous êtes en surcontrôle, parce que je maintiens, le surcontrôle n'est pas du contrôle. Le surcontrôle est l'illusion que vous contrôlez, mais vous ne contrôlez rien du tout en fait. La dernière chose, c'est aller dans un processus d'individuation, comme disait le psychanalyste Carl Jung. Cherchez votre authenticité. Recherchez votre authenticité. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui ferait plaisir à l'enfant intérieur qui se cache en vous? Parce que finalement, à force de mettre des masques pour aller avec tel groupe social, tel groupe, parfois on en oublie qui on est. Et c'est souvent ce qu'on voit avec des enfants sur Instagram avec des adolescentes. À vouloir trop vous montrer, à vouloir trop contrôler son image, ok, mais finalement elles se perdent. Donc en faisant ça,
ça vous permettra petit à petit de lâcher prise, parce que vous saurez plus facilement faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est les émotions. Nous sommes dans un monde depuis au moins Descartes où on nous dit « les émotions c'est dangereux, il faut s'en protéger ». On s'en protège tellement qu'on s'en coupe. Sauf que comment vous faites pour absorber le futur, pour absorber l'inconnu, si vous coupez des choses que vous avez de plus instinctives en vous, qui sont finalement des signaux et des moteurs pour comprendre le monde et pour avancer? C'est pas possible. Ou alors si vous le faites, dites-moi comment. Et c'est, je pense, en faisant tout ça, qu'on arrivera à mieux comprendre ce que disait Mac Horn, le grand aventurier sud-africain. Si vous attendez 100% des réponses pour vous mettre en route, vous ne partez jamais. Ce qu'il faut, c'est avoir 5%, mais bien contrôler ces 5%, notamment les billets et autres, pour après se mettre en route. Et 95 autres % des réponses arrivent par la suite. Au final, mesdames et messieurs, n'oublions pas que nous ne sommes pas simplement les héritiers des cultivateurs agriculteurs, qui, eux, contrôlaient. Nous sommes également les héritiers des chasseurs-cueilleurs qui, eux, étaient dans le lâcher-prise. Et allons même plus loin. Sana Hassan, dans le Guardian cette semaine, a expliqué une chose très vraie. Là, on est en train de parler de plein de choses sur le contrôle, sur le lâcher-prise. Mais parce que nous sommes des privilégiés. Si à un moment donné, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez donné à bouffer à vos gosses le soir, si à un moment donné, vous avez peur d'entrer chez vous parce que vous allez vous prendre des coups ou parce que vous avez peur de faire des enfants parce qu'on ne sait pas si la Terre ne va pas exploser dans quelques années, il n'y aura pas de lâcher-prise, il n'y aura pas de contrôle, vous allez simplement subir. Donc c'est pour ça, je pense sincèrement que si on essaie de mettre ces choses en place pour aller mieux à titre individuel, ça peut nous permettre à titre collectif d'avoir la puissance et d'avoir la performance nécessaire pour pouvoir répondre aux défis qui s'offrent à nous, à savoir des défis économiques, des défis sociaux et des défis climatiques. Je vous remercie.